come to the Vintage Computer Festival at the Enter Museum to see the evolution of From the Hole to the Cloud. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Je crois que nous sommes à l'heure. Nous avons le plaisir de vous accueillir ici chez Enter, organisé à l'initiative de Jean-Daniel Nicou, cette conférence sur l'histoire de l'informatique en Suisse. Je vais commencer par quelques mots pour introduire Jean-Daniel. Jean-Daniel va vous parler un peu, après on va expliquer la suite. Donc Jean-Daniel se décrit lui-même comme un simple bricoleur passionné qui avait envie de partager. J'ai repris ses propres mots. Et après les clubs d'électronique, c'est comme professeur à l'EPFLD 1973 qu'il a motivé des centaines d'étudiants et de nombreux assistants et doctorants à le suivre dans sa quête des solutions techniques les plus innovantes en suivant au plus près les évolutions techniques. L'utilisation de l'informatique pour l'enseignement a toujours été un de ses objectifs. Et il faut bien sûr mentionner sa compagne Cathy, qui était sa partenaire pour réaliser ses nombreux projets. Aujourd'hui, à 87 ans, c'est à son initiative que vous pouvez vivre cet événement ici à Enter. Merci Jean-Daniel. Oui, bonjour. Ça va être un petit peu spécial parce que je m'attendais à ce que les gens arrivent relativement tard. Je ne voulais pas être perturbé par des gens qui arrivent en retard. Donc, par ailleurs, je n'avais pas besoin d'une heure de conférence. Même s'il y aurait beaucoup de choses à dire, ça serait lassant. Alors, vous allez avoir une demi-heure de vidéos qui ont été enregistrées en grande majorité quand j'ai pris ma retraite et que j'ai emballé tout le matériel que j'avais accumulé. Donc Jean-Marc Colère, que je remercie, a refait un montage, et, ce qui veut dire que vous aurez pratiquement 2 conférences, une par vidéo formée de montage. Et puis ensuite, j'interviendrai pour la suite. Donc Jean-Marc... Oui, je vais lancer la vidéo. Bien, l'histoire du scribe a commencé en fait dans un avion parce que j'allais aux États-Unis pour collaborer avec Digital Equipment. Et puis M. Bongard de Bob's Graphic allait aux États-Unis pour acheter des stations graphiques et les insérer dans son système de traitement de texte. Alors on a trouvé que c'était très bien pour Swissair, mais qu'on pourrait peut-être quand même un peu plus collaborer ensemble. Alors, ce qu'il en a résulté, enfin le but c'était de faire une machine de traitement de texte. On avait notre système modulaire de cartes d'attaque, on avait l'expérience des écrans, donc on a développé un écran avec des caractéristiques qui convenaient pour Bob's Graphic. On a utilisé les meilleures mémoires, etc. Et puis, il y avait un problème d'arriver à faire une machine compacte. Donc, nous, on a réalisé un prototype et vérifié une idée qui semblait intéressante, qui était de mettre l'écran sous le clavier et de regarder l'écran dans un miroir. Alors, le prototype semblant avoir la bonne fonctionnalité, le projet a passé chez Bob's Graphic et là, leur équipe d'ingénieurs, en interaction avec nous, a réalisé la machine qui a cette allure. Il s'en est fabriqué 1000. Le marché, c'était les journalistes. Les journalistes n'avaient aucune habitude, bon, ils avaient leur machine à écrire, mais ils n'avaient aucune habitude d'un système de traitement de texte. Il y avait 2 avantages à cette machine, c'est que d'une part, elle avait des petites cassettes pour enregistrer les textes, donc ça convenait en fait très bien. Avec une station pour lire, une station pour écrire, un article tenait facilement sur une cassette, pas un très très gros article, c'était quand même pas d'énormes capacités.
Il y avait un modem pour communiquer. Modem, attention, c'était le coupleur acoustique adapté au téléphone de l'époque. Et puis, qu'est-ce qu'on avait encore développé? C'était une imprimante. Imprimante pour papier électrosensible. Donc, on connaissait d'autres projets, un petit peu la technique. Et puis voilà, vous voyez, il faut venir avec un certain nombre de balais, frotter sur le papier électrosensible. Et la même chose a été redéveloppée, reconçue, fabriquée chez Hermès Precisa, sauf erreur, c'est tout à fait de la technologie de machine à écrire. Et il y avait la place dans un petit coin pour mettre cette imprimante en option. Donc c'est aussi une interface Mubus, comme tout ce qu'il y a là-dedans. Alors voilà un petit peu l'état de la technologie. C'était donc en 78 qu'on a fait le prototype et ça a mis plus d'une année pour arriver à une production industrielle. Et le produit correspondait bien à son marché. Nous avons essayé d'influencer Bobs pour qu'il change le processeur en cours de route. C'est encore un 8080. Le Z80 était le processeur qui attirait tout le monde à cette époque. Donc, j'ai tout de suite redéveloppé une machine un petit peu moins chère aussi que celle de Bobs Graphics. Et cette machine, ça a été le SMACI 6. Alors, le SMACI 6 se présentait sous forme d'une carte. Il y a une partie écran, c'était tout ça. Processeur, interface série, mémoire morte. Et puis, un certain nombre de circuits mémoire. Ici, il y avait 4K, peut-être 8K au départ, et des possibilités d'extension mémoire. Un circuit horloge avec sa petite pile, les premiers circuits horloge faits par Microélectronique Marin. Donc voilà, ça c'était en 79-80 que ce SMACI 6 s'est développé et s'est distribué. Ce qui a déclenché une réalisation semi-industrielle en fait du SMACI 6, c'était une commande du Collège Calvin à Genève, Raymond Morel, qui avait besoin de stations graphiques comme terminaux dans le fond pour leur ordinateur, mini-ordinateur centralisé. Alors le SMACI 6 a eu toutes sortes de boîtiers. La version commercialisée par Epsitech avait cette allure-là, avec des boîtiers métalliques. Moi, je m'étais tout de suite fait une version avec un portable qui a été se promener aux États-Unis où j'ai fait des essais de courrier électronique depuis un mobil-home, c'était en 1981. On avait enfin des petits floppies d'une technologie qui a disparu, donc on pouvait faire quelque chose de relativement compact. Voilà. Avoir quelque chose de portable et bon là voilà, ça c'était la forme originale du SMACI. Alors ce qui était remarquable, c'est qu'on avait un réseau, le réseau Cobus développé par René Sommer, et puis ce réseau interconnectait toutes les machines sur une machine qui était utilisée comme serveur d'information, ce qui facilitait énormément la distribution du logiciel. Alors, il y a d'autres versions. Là, il y avait une version écran plat. Voilà, c'est un écran plasma. Très coûteux. Donc ça, c'était en 82 peut-être. Et voilà, alors ça a été vraiment une grande étape, le SMACI 6, parce que enfin il y avait une machine qui était disponible sur laquelle on pouvait développer du logiciel. Il y avait un assembleur. Avec le SMACI 4, il fallait encore se connecter à un Nova. Là, on avait un éditeur de texte, on avait un assembleur, on pouvait commencer à faire des applications. Et les applications, ça a été des premiers essais de traitement de texte avec des imprimantes qui commençaient à avoir 2 jeux de caractères, qui commençaient à faire quelques petits rapports.
Voilà, alors après le SMACI 6, il y avait en fait deux directions. Une direction, ça a été essayer de faire des machines plus petites et d'aller faire un agenda électronique. Alors le gros problème de l'agenda électronique, on arrivait à mettre un processeur, de la mémoire dedans, mais l'écran, les premiers écrans à affichage LCD étaient quand même un petit peu petits. Mais en fait, ça permettait de vérifier. On avait déjà ce concept de dire, il y a l'ordinateur sur son bureau, il y a l'agenda qu'on transporte avec soi, et puis il y aura la montre avec une certaine fonctionnalité dans la montre, et on attend encore la montre intelligente, et en fait, il n'y aura pas de montre intelligente, c'est le téléphone qui est en train de devenir intelligent, ce qu'on n'avait pas du tout prévu. Alors, il y avait aussi un problème de graphique. Et là, Henri Rutlisberg avait fait sa thèse en développant un système graphique performant avec une architecture originale de bus. Et voilà, ça coûtait des tas de circuits intégrés, des tas de mémoire. Et c'était un processeur 68000. Et puis avec le 68000, on a fait le SMACI 8. Alors le SMACI 8, dans sa version industrielle, entre guillemets, était une relativement grande machine avec une grande carte. Il y a le 8A où on n'avait pas encore 100% confiance dans le 68000, on avait encore mis un Z80 à côté. Et puis ensuite, voyant que c'était tout à fait réaliste de travailler directement graphique, même avec des caractères alphanumériques, il y a eu le 8B où il n'y avait qu'une mémoire écran graphique comme tous les ordinateurs l'ont maintenant. Alors le SMACI 8 nous offrait aussi suffisamment de puissance pour commander une imprimante laser. Et là, il y a eu un énorme effort fait par Patrick Fay et Roger Hersch sur une interface laser, mais vous voyez, il fallait 1 mégabyte de mémoire. Le contrôle de l'interface laser, c'est un peu comme un écran, mais il fallait 1 mégabyte de mémoire et tout ça était peuplé de petits circuits. Il y avait eu passablement de problèmes pour router les alimentations, etc. Mais évidemment, la technologie évoluait très vite avec les tailles mémoire. Donc, l'évolution après le SMACI 8, ça a été très vite de faire en 324 puisque Motorola avait sorti un processeur qui s'appelait le 68020 qui amenait par rapport au SMACI 8 une amélioration de performance d'un facteur 6 à peu près. Donc c'était vraiment extrêmement intéressant et bon, le SMACI 8 a fait son temps, mais avec la carte du 324, on avait un peu plus de mémoire. 324, il y avait peut-être, non, 324 voulait dire 32 bits, 4 mégabytes. Je crois qu'il y avait 4 mégabytes de mémoire, effectivement. C'était pas énorme, mais on était très fiers de ça. Il y avait une mémoire spéciale pour l'écran qui prenait toute cette place. Le processeur, les premiers processeurs carrés apparaissaient. Les entrées-sorties, et puis tout ce module-là, c'était en fait des entrées-sorties où on avait essayé déjà de mettre un petit peu d'intelligence au niveau des entrées-sorties. Donc ceci est un coprocesseur, un processeur qui gérait le clavier, la souris, etc. Donc ça a été une carte qui a eu beaucoup de succès, qui n'a pas beaucoup de corrections dessous dans cette version-là, mais il y a eu plusieurs versions successives, qui permettait des extensions de bus, mais c'était le bus VME qui avait pris la mode actuellement, à cette époque. Ça c'était, ouais, les premiers SMACI 8 datent de 82-83, ça c'est en 85 que la machine a connu son apogée. Et il y avait aussi un réseau local qui est dans un coin, quoi. Cette prise coaxiale, c'est pour le réseau local. Donc c'était le réseau. Oui, René Sommer a amélioré le Cobus et c'est devenu Swan. Il y a une version bon marché qui s'est faite du 324, qui était le SMACI 100. Alors le SMACI 100, il s'en est fabriqué presque 1000 qui ont été dans les écoles. Le SMACI 300 était le premier SMACI, hein? Smart Keyboard. Un clavier,
avec tout dedans. Bon, tout dedans, la carte et le clavier à l'épaisseur normale d'un clavier, donc on n'a pas triché. En 84-85, on avait le 68020. On sentait qu'il y avait des besoins d'augmentation de performance qui ne seraient plus satisfaits par les générations futures de processeurs. Donc tout le monde se préoccupait de faire un petit peu du parallélisme, de faire des systèmes multiprocesseurs, et le 68000 semblait un très bon candidat. Et on avait des vidéorams, donc là il y a eu un projet de recherche qui s'est fait en collaboration avec le LSL pour la partie logicielle, pour avoir plusieurs cartes 68000 avec une communication originale avec un bus qui était en fait le bus vidéo de ces mémoires utilisées pour des écrans. Donc ça permettait d'avoir une communication rapide par un canal distinct du canal utilisé par le processeur pour exécuter ces tâches. Le problème de ce genre de projet, c'est que les processeurs ont quand même continué à évoluer. Là, vous avez 8 fois la puissance d'un 68020. Et d'ici qu'on ait fini le projet, eh bien, le 68030 existait avec une performance comparable et ça permettait d'obtenir la même puissance avec beaucoup moins de difficultés. Alors, à la même époque, le transputer est apparu comme une solution aussi extrêmement intéressante pour faire des systèmes multiprocesseurs. Et là, c'est Philippe Schweitzer qui a fait sa thèse. Le transputer avait, de façon construite à l'intérieur, des liaisons séries, ce qui permettait facilement d'interconnecter toute une série de transputeurs. Et en fait, on s'intéressait à faire du graphique avec ça. Donc, les cartes graphiques se trouvaient en bas. Plusieurs transputeurs s'occupaient de la mémoire écran et le pré-traitement se faisait à l'étage supérieur. Donc. Et là aussi, c'est des projets où le marché des écrans est tellement grand que des solutions de contrôleurs graphiques optimisés ont en fait été amenées par l'évolution, mais c'était d'excellents projets de recherche et on est très content de les avoir faits. Parlons un petit peu de l'histoire de la souris. Et c'est une très vieille histoire puisque c'est avant 1965 que Doug Engelbart au Stanford Research Institute a développé tout ce concept de communication. Et ce qui le fascinait et qui m'a fasciné aussi quand j'ai eu l'occasion de le visiter en 1971, c'était cette idée de Augmented Human Intelligence, utiliser l'ordinateur pour pallier aux défauts, dans le fond, qu'on a tous par manque de mémoire, par manque d'aptitude, de conception. Et ce que Doug Engelbart avait construit en 1965, on voit bien d'après l'écran que c'est pas la technologie du jour, c'était de compléter, son idée de base, c'était de compléter le clavier sur lequel on peut rentrer des textes par un petit clavier réduit qui permet d'interagir plus rapidement sans chercher les touches et par une souris qui est ce bloc noir ici. Alors, en 71, quand je l'ai visité, j'ai obtenu les plans de cette souris qui avait des potentiomètres. Et cette idée d'augmenter l'intelligence avec quelque chose qui était dans la poche, ça m'a un petit peu travaillé. Et on avait fait avec Marc Bidiville en 1972-73 un projet qui était de remplacer l'écran relativement encombrant par un petit affichage qu'on aurait pu avoir porté sur l'œil. Et c'est clair qu'à l'époque, les télévisions pouvaient en tout cas pas être miniaturisées comme elles le sont. Ce genre de projet revient à la mode au MIT. Donc l'idée pour remplacer cet écran complet était d'utiliser 7 photodiodes, et on avait pu obtenir du centre électronique horloger
un petit alignement de 7 photodiodes sur un circuit prototype et de dévier ces photodiodes à l'aide d'un miroir tournant. Et l'astuce supplémentaire était d'incliner les faces de ce miroir tournant pour que, à chaque observation, la diode apparaisse à une hauteur différente à chaque quart de tour. Donc, il y avait possibilité, avec cette solution extrêmement simple et faite de consommation de puissance, d'afficher 4 lignes de 16 caractères, qui étaient assez étonnant. Et alors, évidemment, à l'autre bout du fil, il y avait un ovale, il y avait quelque chose de terriblement encombrant. Et puis, pour le clavier, ben, évidemment, il y avait la solution de se dire, mais pourquoi taper sur un clavier? Il y a 7 bits dans le code ASCII. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas presser plusieurs touches à la fois et activer la frappe? Donc, on avait même construit un système qui, pour l'apprentissage, avec des petits vibreurs ici, ben, au moment où on présentait une lettre dont il fallait apprendre le code, eh bien, il y avait vibration sous le doigt, donc on entraînait un réflexe conditionné. Alors, un autre problème à l'époque, ben, c'est bien joli de pouvoir afficher, de pouvoir rentrer de l'information, mais on a besoin de pouvoir imprimer. Alors, imprimer, ben, il y avait une solution extrêmement simple qui avait été développée. Il y avait aussi une interface un peu encombrante sur un OVA derrière. Mais la solution, c'était d'avoir des petits balais métalliques qui viennent frotter sur un papier métallisé également. Et avec une tension d'une 30aine de volts, on peut déclencher une étincelle. Et avec les petits trous qui donnent des impulsions de synchronisation, eh bien, il y avait moyen d'écrire son texte en balayant sur le papier. Donc ça aussi, c'était en 71, 72. Voilà. Exploiter cette technologie de papier métallisé. Et si vous voulez pas de papier métallisé, ben ça devient effectivement un petit peu compliqué. Et là, Marc Herminja avait fait une prouesse d'une imprimante mécanique. Et le problème d'une imprimante mécanique avec des balais qui viennent taper sur un petit ruban encreur, c'est qu'il faut passablement d'énergie, soit pour taper avec le balai, soit pour réarmer, qui était le système avec Emma travaillant au collage qui avait été utilisé ici, réarmer en fait le balai, et puis ensuite on peut le déclencher avec une force faible. Alors, cette énergie, ben, où la prendre? Ben, dans la main. Donc là, on devait tirer assez fort, enfin tirer le chariot qui venait imprimer, frappait sur le papier. Quand j'avais 10-12 ans, la tortue de Grey-Walter et les articles de Lecoq, sauf erreur, avaient fasciné mon grand frère et ses copains, et ils construisaient des tortues, ça s'appelait à l'époque. Et une des premières choses que j'ai bricolées à la fin de mes études, quand j'ai recommencé un petit peu à m'intéresser à l'électronique, c'était cette tortue, où bon, la mécanique est un petit peu bizarre, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que tout ce qu'on savait faire comme logique à l'époque se faisait avec des relais. Et là, il y avait déjà une recherche de modularité pour pouvoir câbler différentes choses. Bon, il y avait quand même une photodiode qui permettait de suivre une piste. C'était l'état de la technologie, donc en 65 à peu près, les transistors étaient connus, mais pas facilement disponibles. Alors au niveau du labo, ben, c'est autour des années 80, un peu les années 80, qu'il y avait des concours de robots dites souris dans un labyrinthe, qui se font encore dans certains pays. Et là, une petite équipe avait préparé ce robot pour le concours de l'Euromicro, c'était à Londres en 1980. Bon, on avait essayé différentes solutions avant. Alors, l'un des problèmes, c'est d'avoir un robot qui reste dans les parois. Donc ici, il y avait une solution mécanique de tâteur pour savoir aussi quand on arrive en extrémité qu'il faut faire un angle droit. Là, l'idée, il y avait plusieurs idées géniales. L'une, bon, bah, c'était de suivre avec des photodiodes le bord des
le bord des murs. Et puis l'autre, c'était de donner à ce robot une possibilité de bidirectionnalité sans qu'il y ait besoin de tourner, négocier un virage et quelque chose de délicat. Alors vous remarquez que les roues sont en fait des roues de roues qu'on avait cru inventer, mais ça avait été inventé aux États-Unis une année avant et ça a été réinventé plusieurs fois après. Ce qui permet dans le fond, quand les roues perpendiculaires donnent leur effort, à la petite roue qui touche le sol ici, de se déplacer sans freiner le mouvement de cette roue perpendiculaire. Alors les robots sont revenus un petit peu plus tard quand on s'est mis à vouloir essayer d'appliquer des algorithmes neuronaux sur des robots. Une des premières choses qui a été faite, c'est on l'appelait Cyclope, parce que ce qui était intéressant à l'époque du point de vue technologique, c'était la possibilité d'avoir une petite caméra linéaire qui se trouve ici dans ce boîtier, voilà, un circuit avec 128 pixels, avec une petite optique de 20. Et l'exercice marrant, et j'avais amené cette petite valise dans une conférence internationale où tout le monde avait été assez amusé et impressionné, c'était d'avoir une petite lampe derrière le robot, et puis les 5 robots se suivaient en dandinant, en utilisant en fait un programme extrêmement simple, qui évidemment faisait que les oscillations s'amplifiaient plutôt, donc le but n'était pas tellement de faire des jolies démonstrations, mais là le but c'était de trouver quelque chose que des étudiants puissent comprendre. Il y a un microprocesseur, il y a une mémoire morte, il y a des capteurs, et c'est plus amusant de programmer un robot que de programmer un écran sur lequel on affiche des write lines et des read lines. Alors le Cyclope a eu des versions un petit peu plus sophistiquées, avec une touche affichage, et il y a toujours l'affichage Möbius. Alors maintenant on a aussi beaucoup travaillé sur des robots miniatures, puisque au Japon il y a un concours de robots 1 cm3. Ça avait été une des premières réalisations. Le problème du robot un inch cube, c'est d'arriver à trouver des moteurs assez petits, de trouver une pile qui peut débiter suffisamment de courant. Et la deuxième génération avec des moteurs Smoothie, c'était tout à coup assez bien présenté du point de vue pile et position des moteurs. Et ce qui amuse un petit peu tout le monde, c'est qu'au moment de la conception de ce robot, pour chercher les volumes, j'ai amené à Guignard une maquette à l'échelle 5, dans laquelle les éléments avaient été bricolés, mais ça permettait de bien voir un petit peu toutes les contraintes de réalisation en ayant comme ça une maquette. Et c'est plus facile d'expliquer à quelqu'un ce qu'on cherche à faire à partir d'une maquette qu'à partir de dessins dans lesquels les perspectives ne sont pas toujours évidentes. Alors au Japon, il y a également un concours pour un robot 1 cm3, mais c'est clair que dans 1 cm3, on ne peut pas espérer encore mettre une pile. Ça, c'est un design absolument extraordinaire fait par Pekla, qui avait fait sa thèse en travaillant chez État Marin, donc qui a en fait un brevet sur ces petits moteurs qui sont plats, qui sont des moteurs piezo, qui sont pas faciles à régler malheureusement. Une année ou 2 ans plus tard, on est retourné à Nagoya avec ce robot qui a été construit par André Guignard, qui est une merveille de miniaturisation, dans lequel il y a 2 moteurs Smoothie de 3 mm de diamètre. Il y a un processeur qu'on voit sur le sommet du robot. Et puis, il y a des petits engrenages. Et il y a même des photocapteurs, mais on n'a pas réussi à les faire marcher. La difficulté, c'est de venir avec des sondes d'oscilloscope pour essayer de faire la mise au point de ce genre d'électronique. Ce robot doit se déplacer dans un petit labyrinthe. Donc, l'idée, c'était plutôt que de le télécommander de façon fine, comme on le fait avec les 3 fils, faire le bon parcours dans le labyrinthe.
Et les photodiodes étaient là pour que le robot reste bien dans l'axe des canaux du labyrinthe, donc ça aurait permis d'augmenter la vitesse et de garantir de gagner. Mais Olivier Matet, qui avait été présenté ce robot aux États-Unis après l'avoir programmé, avait gagné le concours cette année-là. Bien, vous voyez que c'est entouré de collaborateurs extraordinaires. C'est André Guignard, qui en particulier a fait la souris reprise par Desprats, qui a fait cette mécanique avec... Bon, j'espère que vous êtes sensibles. Alors voilà. Donc... je vais essayer d'être un petit peu complémentaire, mais ce sera un petit peu brouillon, excusez-moi, c'était il y a 25 ans. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est un peu montrer ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qu'on a fait, ben, vous avez vu dans les grandes lignes, et en fait, je crois qu'il y avait une certaine originalité des produits qui fonctionnaient, et ça n'est pas du tout connu. Évidemment, ça c'est la loi du marché. Sur Internet, vous aurez aussi beaucoup de peine à trouver, malgré que le musée Ebola a fait un travail extraordinaire pour valoriser tout ce qui a été fait sur le smaki. Et là, les enseignants, j'essayais de revenir là-dessus. Alors voilà, les débuts, merci. Je suis pas très... Voilà. Voilà. Alors, cette idée de parler un peu plus de l'informatique suisse m'est venue en fait au décès de Niklaus Wirth, il y a une année, il y a quelques, et je me suis dit, mais les gens qui ont été productifs, efficaces, n'ont pas eu l'occasion de diffuser leur information suffisamment. Alors c'est là qu'il y a eu l'acceptation de faire une journée spéciale qui ne correspond pas exactement à ce que j'espérais, mais c'est quand même, je crois, passablement réussi, grâce à Michel Bron, qui a eu beaucoup de travail pour ça. Bon, ne perdons pas de temps. Du côté de Zurich, ben, vous avez Niklaus Wirth, qui a une approche totalement différente de moi. Il est célèbre parce qu'il a créé un langage et ça a été diffusé. La différence aussi, elle date dès le début. Je suis parti comme un petit bricoleur après mes études de physicien, alors que lui a tout de suite été baigné dans un environnement universitaire, de recherche aux États-Unis, avec les meilleures machines. Alors voilà, mais c'est ce qui m'intéresse d'établir un certain nombre de points de comparaison pour dire, mais les Américains faisaient ça enrichissait commercialement, on faisait la même chose, même avec une certaine fierté en avance, parce que c'est un groupe de recherche, il n'y avait pas de contraintes de production, de rentabilité, de discussion avec des gens qui devaient fournir de l'argent et qui cassaient la recherche pour finir. Et c'est la réussite de mon labo, c'est en fait qu'on n'avait pas de contraintes. On pouvait créer tout ce qu'on imaginait, vous avez vu des bêtises en fait, mais qui
qui suscitait l'enthousiasme de tout le monde, qui amenait des tas d'étudiants. Il n'y avait pas de structure pédagogique correcte pour les former, mais ils apprenaient tout seuls et c'était justement leur plaisir. Donc voilà un petit peu. Alors j'ai eu des collaborations dans les années 70 avec Niklaus, avec Jörg. Anton Günziger était dans un autre domaine. Et puis on a divergé. Et je montrerai tout à l'heure qu'on s'est retrouvés pratiquement. Alors à l'EPFL, il y avait Daniel Mange qui j'en parlerai dans un instant. Et puis l'industrie a aussi joué un rôle. L'industrie a été très intéressée, évidemment, par tout ce qui est en train de se passer. Alors, j'avais l'idée, mais on va passer à travers à toute vitesse, de vous montrer l'évolution technologique, parce que il y a eu les solutions mécaniques, après il y a eu des solutions avec des relais, et les téléphones qui étaient... Le téléx, c'était un relais. Les téléphones ont profité de cette technologie des relais, et on s'est mis à construire des ordinateurs avec des relais, et ça marchait même incroyablement bien. Et puis à Zurich, après avoir justement fait l'expérience de l'ordinateur à relais usé, qui a même calculé le barrage de la grande distance, parce qu'il avait la virgule flottante. 22 bits, la virgule flottante, donc je trouve ça extraordinaire. Alors l'Hermet à Zurich, ce qui est intéressant, c'est de voir la dimension du disque qui a dû être développé, qui avait quelques dizaines de kilobytes, je pense, dans le meilleur des cas. Les transistors, vous connaissez l'histoire et vous trouvez tout sur Internet. Mais ça me frappe quand même, et j'aimerais attirer votre attention. Le premier circuit intégré a été cette porte nord, qui a été évidemment développée en grand secret, c'est très bien documenté. Les Américains, vous le savez, ils ont été ébranlés par le Sputnik, et puis ils se sont réveillés de façon totalement secrète. Ils ont développé la technologie. Et cette porte nord a été l'unique composant utilisé pour construire tout l'ordinateur. Ceux qui connaissent le catalogue des circuits intégrés qui s'est développé, on connaît toute la variante de registres, de compteurs, de comparateurs, etc. Là, tout a été fait avec un seul élément logique, la porte nord, et c'est toujours comme ça, simplement, on les accumule sur des circuits intégrés pour avoir des blocs fonctionnels un petit peu plus agréables. Et là aussi, ça m'avait frappé de voir cette photo, parce que ça a été mon grand problème aussi de miniaturiser. C'est un crédit de plusieurs millions de dollars qui a été attribué par l'armée et une société pour développer des modules miniatures, qui évidemment étaient fondamentales pour toutes les applications balistiques en particulier. Alors, juste en deux mots pour me caractériser quand même, quoi. Ma jeunesse, je me suis passionné pour les modèles réduits d'avions, et ça m'a fait très plaisir, en discutant avec Niklaus Wirth, de voir qu'on avait acheté le même récepteur radio, qui était la grande nouveauté. Il y avait un transistor et un tube radio. Et le tube était très embêtant, parce que ça veut dire qu'il fallait avoir une alimentation 1,5 V, une alimentation 5 volts pour le moteur, une alimentation 40 volts pour le tube,
Donc dans l'avion, ben, ça faisait 200 grammes d'accumulateur, en plus des 50 grammes du récepteur. Donc voilà. Et autre point aussi, ça m'a fait plaisir de savoir que Federico Fazzin, qui est la personne que j'admire le plus en fait, a aussi fait du modélisme. Donc je ne sais pas s'il y a une relation entre cette formation qui exige la précision. Alors, j'ai démarré à faire de l'électronique une fois que j'étais établi. Ça, c'est j'enseignais au collège de l'Élysée. J'aurais voulu enseigner la physique, mais il n'y avait pas d'heure de physique. J'avais une excellente classe avec des scientifiques que tout de suite j'ai envoyé au centre de calcul pour que les meilleurs fassent du Fortran. Et puis ben, je me suis mis à bricoler avec des relais. Il y a eu l'idée du directeur du collège de l'Élysée de faire des loisirs le mercredi après-midi pour occuper les élèves dans des domaines un petit peu différents. Et ça, en parallèle, ben, je progressais et j'avais ce besoin de communiquer un petit peu ce que j'apprenais. Et j'ai organisé un cours au gymnase entre 1h et 2h qui en fait a attiré beaucoup d'étudiants. Une vingtaine, quoi, qui sont même restés jusqu'à la fin du semestre, qui n'avaient pas tout compris d'après le questionnaire que je leur ai fait remplir. Mais et ce qui a été formidable, c'est que dans cette équipe de gymnasiens, ben, j'ai découvert René Sommer. Et René Sommer habitait à Belmont. Et évidemment, ça nous permettait d'échanger beaucoup plus facilement. Et parallèlement, EBO-CESA, qui était l'une des compagnies que je sollicitais pour avoir du matériel pour occuper mes élèves. On allait à Berne chercher des relais qui ne nous coûtaient rien du tout. Et avec René, et là, tout à coup, je reçois 1000 transistors d'ébauche. Vous connaissez l'histoire probablement, mais la Suisse était gens transparent qui viendra, et je passerai par-dessus. La Suisse s'est intéressée très fortement aux transistors, ébauche pour l'horlogerie, et plus tard, Hasler, pour les commutateurs téléphoniques. Alors les transistors silicium ont très bien réussi, ont fait le succès de Hasler, et puis les transistors au germanium, ben voilà, ils étaient trop difficiles à fabriquer, ils étaient trop longs, ils ont passé de mode. Et pour moi, ça ne gênait pas de travailler à 10 kHz pour faire des applications. Alors voilà, alors avec René Sommer, il nous fallait des modules logiques. J'ai beaucoup de choses dans les vitrines parce que j'ai essayé de raconter encore cette histoire dans les vitrines. Donc, ce qu'a fait Daniel Moss, c'est mis en évidence dans les vitrines. Et j'avais plein de modules du même genre. Avec ces petits modules, René Sommer a construit le Limer. Et moi, j'ai fait une calculatrice. Alors, pour Daniel Moss, il a joué un rôle considérable à l'EPFL et je lui suis très reconnaissant parce qu'il a fini ses études une année après moi. Il a fait sa thèse avec De Soulavie, qui m'avait cassé les pieds pendant 2 ans avec des tubes radio, et il a lancé les transistors avec sa thèse, les calculer, faire des machines, et avec des mécaniciens, techniciens tout à fait extraordinaires qui m'ont beaucoup aidé aussi par la suite. Il a construit de quoi jouer avec les systèmes logiques
d'une façon qui m'impressionne encore. Alors, comme exemple de technologie, lui évidemment, je n'aimais pas du tout ce qu'il avait fait parce que c'était gros, c'était des grands racks, c'était des douilles de 4 mm, des fils de 2 mètres pour aller d'une porte à une autre. Là, je ne vais pas tout vous remonter, mais c'était réalisé avec une technologie, vous voyez, des circuits souples à l'époque. Je ne sais pas où les trouver, mais il y avait une dynamique dans toute l'industrie locale et on copiait ce que faisaient les Américains qui étaient très heureux de nous vendre leur matériel. Alors les modules que j'ai développés, je les ai appelés bidules. Et puis voilà, il y avait là les petits modules que j'avais fait avec René Sommer. Et puis les contraintes de l'époque, évidemment, on avait du 0, on avait du 5 volts, mais il fallait encore du moins 5 volts pour la polarisation, et il fallait encore du 180 volts pour les tubes Nicey, parce qu'il n'y avait pas de diode, les ampoules consommaient énormément, donc effectivement, voilà l'état de la technologie. Alors, ce qui a été aussi ma chance extraordinaire, c'est que ces modules, évidemment, j'aurais pu en faire fabriquer à l'EPFL en petite quantité, mais en Allemagne, tout à coup, il y a une proposition pour un jeu électronique qui avait des boîtes merveilleuses, mes fameuses boîtes Logidule. Elles ont été inventées en Allemagne et ils n'ont pas su les utiliser. Alors bon, vous verrez en vitrine une ou deux choses. Moi, je me suis précipité là-dessus. Et pour ne pas faire concurrence à Mans, à Daniel Mans avec ses modules, j'ai pu dire que je les utilisais comme démonstrateur pour ma thèse. Et puis effectivement, dès qu'on a les bidules entre les mains, on est convaincu. Alors, voilà, donc j'étais au Collège de l'Élysée, évidemment avec tous les contacts que j'avais sans arrêt avec les PFL, où j'allais visiter à toutes ces occasions. Je suis retourné faire ma thèse à l'EPFL. Là, ça a été incroyablement vite. C'était l'époque où, effectivement, il y avait le dynamisme, la nouvelle l'EPFL, avec des moyens financiers non négligeables. Monge qui a réussi à se faire nommer avec seulement 3-4 ans après son diplôme. C'est inhabituel, c'est maintenant. Moi, j'ai fait ma thèse en 2 ans, en faisant encore des tas de choses en parallèle. Bon, je me suis intéressé à... C'était le grand problème à l'époque. Enfin non, ça avait été le grand problème 10 ans avant. Est-ce que les ordinateurs, faut les construire pour faire avec de la logique décimale, comme ça ils travaillent tout de suite avec les nombres qui nous sont habituels, ou bien avec du binaire. Alors, juste pour finir, déjà en 71, j'ai donné des cours. Et ce qui est intéressant, c'est que la physique s'est intéressée à avoir des cours sur cette nouvelle technologie. Et c'est là que j'ai eu l'occasion d'avoir Daniel Borel comme élève qui suivait la physique. Et puis alors, la dernière chose amusante, mais formidable pour moi en fait, c'est que Daniel Mans, qui est incroyablement bien organisé, a étudié le cahier, la structure du personnel de la Confédération, puisqu'on était EPFL, et je me suis trouvé chef de section avec mon équipe à moi, alors que... Donc là, ça me permettait d'avoir, j'avais 2 assistants, un technicien, et puis je pouvais faire des projets de recherche qui co-signaient, etc., quoi. Donc voilà
Alors, qu'est-ce qui se passait aux États-Unis, puisque j'aimerais bien faire cette comparaison. Alors, depuis 1965, il y a eu le projet Plateau avec des terminaux tout à fait remarquables, qui avaient même des écrans plasma. J'en ai acheté un pour mon labo, qui était énorme, etc. Mais voilà. Et il y avait aussi la possibilité de montrer avec le doigt, qui a été des choses qu'on a testées naturellement. Alors ce projet Plateau a effectivement diffusé une centaine de mille, 1000 terminaux, ça a été repris par CDC, etc. Mais évidemment, c'est une solution trop chère, avec des communications qui coûtaient, et des gros ordinateurs derrière. Donc, alors, en parallèle, ça je le mentionne, il y avait donc les crédits militaires ont assez rapidement disparu après l'atterrissage lunaire pour les écoles, mais des écoles ont continué avec des machines plus simples, louées dans l'industrie. Et c'est là que Bill Gates raconte très bien dans son livre comment il a interagi sur un PDP-1. Donc je recommande de lire ce livre qui est très humain aussi comme rédaction. Alors l'autre chose importante aux États-Unis, c'est que tout ce qui était caché de façon militaire s'est un peu ouvert, et Fairchild, qui était très en avance, a eu l'obligation, avait des tas de brevets qu'il a dû mettre à disposition des industries, au lieu d'essayer de les garder pour lui et de faire fortune, encore plus, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a eu toute cette concurrence, ces fabricants de circuits intégrés qui nous ont approvisionnés ensuite. Alors, je reviens du côté BFL, donc une jolie application des circuits intégrés nouveaux, c'était de faire des calculatrices. Tout le monde en parlait, mais il n'y avait pas encore de produit. Donc on a fait une machine binaire qui était A4, une machine décimale qui était A3, une machine miniature avec le CSEM, puisqu'il fallait des circuits spéciaux. Mais quand on a eu le premier circuit intégré du CSEM, les Japonais arrivaient avec trois circuits dans un boîtier. Alors une chose qu'on a fait, on n'avait pas encore le processeur, et ça, je pensais quand même quelque chose d'admirable, qu'on ait eu le culot de le faire. C'est un système d'acquisition de données épidémiologique qui devait se promener dans la campagne, dans la brousse d'Égypte, entre autres. Et il fallait naturellement pouvoir acquérir les données d'un questionnaire et des petits interrupteurs de côté. Il fallait mémoriser, on avait les cassettophones. Il fallait pouvoir rajouter de l'information. Le clavier plat, il n'y en avait pas tellement à l'époque, mais j'avais Marc Hermaza qui l'a fait de façon extraordinaire. Il fallait une imprimante. Et là, je crois que pour l'imprimante, on a pris une calculatrice japonaise qu'on a modifiée. Il fallait changer le générateur de caractères. Est-ce que j'ai la photo? Oui, voilà, le générateur de caractères, c'était les diodes pour chaque pixel qu'il fallait allumer. Alors ensuite, on a reçu le Nova. Le mini-ordinateur Nova, aux États-Unis, effectivement, ça a été la déferlante des mini-ordinateurs avec digital. Et on a acheté un Nova, et vous voyez très vite, on s'est beaucoup amusé autour de ce Nova. En 2 ans,
On n'a pas essayé de faire ce que les autres faisaient avec leur mini-ordinateur, qui était de l'appliquer pour des contrôles. Là, on a voulu maîtriser les interfaces qui n'étaient pas du tout documentées. Donc, c'était des grosses prises, etc. Donc, et puis, c'était l'occasion de mettre les étudiants sur tous ces projets. Étudier tout ce qui pouvait se faire. Alors, ce qui s'est passé à cette époque, juste en parallèle avec l'arrivée des mini-ordinateurs et nos projets d'interface, d'imprimante, d'écran, etc., c'était une production de logiciels en très grande quantité. Et ça, effectivement, c'était formidable pour former des étudiants. Et puis, on avait des crédits. J'étais surpris de voir que les boîtes logiciels, qui sont tellement complexes et tellement de pièces, nous coûtaient 3,50 francs à l'époque. On en achetait des quantités invraisemblables. On a travaillé sur les calculatrices, le système OMS que vous venez de voir. Et puis, alors, on a fait des trucs naïfs, enfin, pas naïfs, mais on cherchait des idées pour faire miniature. Ça, c'était vraiment le leitmotiv que j'essayais d'imposer, qui, pour finir, nous a bien réussi. Et ça, c'était l'idée de faire un affichage le plus petit possible. Donc il fallait le mettre à proximité de l'œil, et puis voilà, la lunette affichage n'a pas eu de succès, mais on avait quelque chose qui affichait 4 lignes de 16 caractères. Et c'est Marc Duvideville, que vous écouterez cet après-midi, qui a travaillé sur ce projet. Et ce que je trouve extraordinaire après coup, c'est que il y avait l'affichage mécaniquement réalisé d'une façon pas évidente. Hein. Tailler 4 miroirs avec un angle de quelques degrés de différence pour que ça fasse les 4 lignes. Fallait avoir un bon mécanicien pour faire ça. On n'avait pas de machine-outil. Donc, et la boîte de contrôle, évidemment, avait de la logique. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il y avait une transmission radio pour aller sur le Nova qui, lui, faisait l'information. C'est encore un gros boîtier d'ordinateur. Et j'imaginais déjà que ça pourrait se rapetisser et tenir dans ma poche et conduire en regardant l'écran. Bon, voilà, ça c'est les trucs farfelus. Alors, aux États-Unis, ils ont une boîte totalement différente qui, commercialement, leur a bien réussi. Mais ils avaient des mini-ordinateurs. Tout à coup, il y avait un microprocesseur. On va faire un mini-ordinateur avec ce processeur. Donc ça a été le mythe qui était notion en 73. Oh là là. Qui était exactement l'équivalent de Nova qu'on avait acheté, qui avait besoin d'un télétype, et avec le télétype, on avait lecteur et perforateur de ruban, donc on pouvait sauver les programmes et apprendre un petit peu à programmer. Alors là, malheureusement, ils n'avaient rien compris sur le câblage d'un système informatique, quoi. Et puis, il y a un bus sondage qui a été défini n'importe comment, qui embêtait tout le monde pendant plusieurs années. Alors que de mon côté, j'avais une vision extrêmement claire de l'architecture d'un ordinateur fait avec des circuits intégrés. Donc c'était le Nova déjà, mais qui avait beaucoup trop de composants. On pouvait simplifier, il fallait de la mémoire morte, un coupleur acoustique, un display. Ça, dès le début, je voulais un display et je voulais un double floppy disk.
Et ça a été le drame. Parce qu'à l'époque, les floppy disks étaient d'énormes boîtes. Et alors voilà. Alors maintenant, en parallèle, je venais d'être nommé professeur en 73, mais j'avais pas d'expérience industrielle. Alors ils m'ont demandé de faire un stage. Et puis évidemment, j'ai visé d'aller le faire aux États-Unis. L'activité aux États-Unis, c'était chez Digital Equipment. La Californie n'existait pas encore. Et puis voilà, alors ça c'est le projet que j'ai proposé à Digital Equipment. Et à peine arrivé chez Digital, voilà la maquette que je me suis faite pour leur montrer quel était mon objectif, quoi. Donc ça, c'était en 74. Alors après, il fallait travailler avec une technologie, l'écran, vous voyez, j'étais heureux de récupérer dans un terminal de Digital Equipment la carte de contrôle de l'écran, parce que j'avais pu trouver un petit écran, mais qui n'avait pas d'électronique. Alors voilà, c'était fascinant de devoir s'occuper de tout ça, de définir les modules. On m'a fait une jolie maquette, mais évidemment, il fallait inventer les floppy disks. Et j'ai mis dans le coup le professeur Juffer qui connaissait les moteurs pas à pas. Enfin bref. Alors, ça finit avec un terminal. Il y a eu il y avait une seule personne. Pour finir, c'est le produit avait été 60. Digital n'était pas du tout intéressé par les ordinateurs. Ils voulaient des terminaux sur leur VAC, sur le PDP-11. Et moi, je suis continué. J'avais un contrat, malheureusement, avec Digital, qui m'empêchait d'interagir avec la Californie en particulier, pour savoir mieux ce qu'ils faisaient et leur expliquer ce que je savais faire, quoi. Alors il y a eu toute l'aventure des Smaky, là on va passer rapidement. L'Apple, je vais quand même faire un petit commentaire sur l'Apple. Wozniak, tout le monde l'admire, mais en fait, il n'avait rien compris à l'architecture d'un ordinateur. Il a bricolé un écran pour pouvoir glisser des caractères dans cet écran avec un registre à décalage qui balayait, etc. Alors, une année plus tard, c'est effectivement la bonne architecture avec un écran. Alors, le SMACI 4, ça a été une étape essentielle. On n'avait aucun logiciel. On savait construire des interfaces, des périphériques, des lecteurs et tout ça. On avait la compétence pour ça, mais on n'avait pas de logiciel. Donc il fallait aussi résoudre le problème de la cassette, du réseau. J'insistais pour avoir un réseau local. Donc ça, c'était le grand travail avec René Sommer et toute l'équipe. Le lecteur de ruban. Coucou. Voilà, ça vient. Le scribe, tant pis, on en parlera une autre fois, mais le SMACI 6, là aussi, ce qui était remarquable, c'est que j'ai des passionnés qui sont rapprochés de mon labo. Et Alain Capt a fait un boulot, il avait son industrie qui tournait toute seule. Il a fait un boulot incroyable pour ne serait-ce que câbler le prototype et interagir après sur les floppy. Alors, ça c'était le résumé. 2 mots sur la souris, sur Dag Engelbart, vous connaissez tout. Et puis effectivement, ça nous intéressait de copier la souris de Dag Engelbart, mais on n'en avait pas besoin. Pour un écran alphanumérique, il fallait montrer avec le doigt, il fallait
trouvé d'autres solutions. Donc la souris, elle est résultée de Xerox et de Niklaus Wirth qui voulait copier la machine de Xerox. Donc là aussi, vous connaissez toute l'histoire. Et on vous en parlera cet après-midi, heureusement. Et de nouveau, alors René Sommer, vous entendrez son nom aussi cet après-midi, par Daniel Borel, a joué ce rôle merveilleux d'arriver à mettre une souris. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails sur ce qu'il fallait maîtriser comme technologie. Alors voilà, je savais que je n'aurais pas assez de temps, donc là, j'ai résumé l'évolution. Le SPACI 8, on avait un processeur 16 bits. Et puis un écran qui devenait utilisable pour faire du graphique. Et là, on ne maîtrisait pas le logiciel, c'était encore naïf, et il y a eu la même mauvaise expérience chez Digital qu'a fait Lisa avant de faire le Macintosh. Ensuite, il y a eu les mémoires vidéo RAM qui vraiment ont amené une possibilité d'avoir un écran en haute résolution. Et on avait les processeurs 16 et 32 bits en même temps. Donc là, il y a eu le SMAGI 324, le Mac Plus et le CRS, parce que Niklaus Wirth il avait raté un petit peu le Lilith, mais il avait besoin d'une machine avec un bon écran, avec beaucoup de mémoire. Alors son équipe, il connaissait les microprocesseurs aussi bien que moi. Et puis le plaisir de Wirth, ça a été de faire le système d'exploitation, alors que nous, on travaillait encore en assembleur. Mais bon, ça c'est toute l'histoire de Daniel Roux qui nous a permis de progresser. On se serait embêté avec des compilateurs qui n'étaient pas au point. Il fallait changer. Tout à coup, c'était la mode du Pascal, puis après du module là. Puis on n'aurait pas eu un logiciel qui pouvait se construire de machine en machine avec l'équipe, quoi. Alors voilà. Alors il y a toute l'action des professeurs. Ça s'est passé très différemment des États-Unis. Ensuite, on a travaillé sur les robots grâce à... donc là, il y aura encore des choses à dire pour... mais voilà, c'était notre défaut, notre qualité. On partait dans toutes les directions où il y avait quelque chose à faire de plus ou moins original. Et puis, ça n'a pas réussi, selon certains. C'est inconnu, ça a bien réussi. J'espère vous avoir convaincu. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Jodan. On a une petite place en haut, là. Il y a de la peine à tenir debout. Ça se voyait. C'est plus direct comme ça.